Bon, le petit Poucet n'est pas juste un enfant égaré dans une forêt sombre. C'est une carte stellaire codée. Absolument. Et la fameuse pantoufle de verre de Cendrillon n'a rien à voir avec un choix de mode un peu bizarre. Pareil pour le loup du petit chaperon rouge, ce n'est pas qu'une simple fable morale. En fait, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est ça. En réalité, depuis des siècles, on s'endoire en écoutant, sans même le savoir, des traités d'astronomie super complexes et d'alchimie pure. Tout à fait. C'est vrai qu'il est réconfortant d'ouvrir un livre de contes, de se laisser porter par des histoires simples avec des gentils, des méchants et des fins heureuses. Mais notre source du jour, le livre de Maurice Guingouin, L'ésotérisme des contes de fées, il fait littéralement exploser cette lecture un peu naïve. C'est le mot, oui. L'ouvrage propose une toute autre dimension. L'objectif de notre exploration aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre comment ces récits, qu'on réduit souvent à de simples divertissements pour enfants, sont en fait de véritables grilles de lecture numérologiques et cosmiques. Ouais, des codes cachés. Exactement. Et l'auteur part d'un postulat très clair sur notre époque actuelle. Il dit que nous sommes au cœur d'une transition majeure. Historiquement, l'humanité quitte l'ère cosmique des poissons pour entrer dans une ère dominée par la technologie. Un âge cybernétique, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un changement de paradigme complet. Au lieu de lever les yeux vers le ciel, on regarde tous des écrans. Oui, la logique binaire de l'ordinateur a remplacé ce que les anciens appelaient la pierre aux fées. L'auteur explique que la fée électricité, les circuits imprimés, tout ça, ça a domestiqué et finalement éteint une forme de magie ancienne. Donc le merveilleux est mis au service de la rentabilité maintenant. C'est clair. La technologie a pris la place du mythe. Mais du coup, puisque notre monde a troqué ses légendes contre des algorithmes et des super-héros en images de synthèse qui manquent souvent de profondeur spirituelle, il faut revenir aux bases. Aux fondations même, oui. Pour comprendre cette magie ancienne, il faut déjà comprendre ses outils. Et le premier objet auquel on pense quand on parle de fées, c'est bien sûr la baguette magique. La fameuse baguette. L'image classique, c'est le bout de bois qui fait des étincelles et qui transforme les citrouilles en carrosses. Mais la source détruit totalement cette image, non ? Ah oui, complètement. Déjà, la définition même de la fée doit être revue. Loin de la petite créature avec des ailes, la fée, dans cette tradition, c'est la personnification de l'aura de la Terre. Attendez, l'aura de la Terre, c'est-à-dire une énergie. C'est ça. Les anciens percevaient la Terre comme parcourue de courants naturels, un genre de réseau énergétique tellurique. Et ce magnétisme, il était canalisé par l'utilisation de pierres dressées. Les mégalithes. Voilà, les mégalithes, les menhirs, ce ne sont pas juste de vieux cailloux ou des monuments funéraires, ce sont des antennes cosmiques placées sur des nœuds énergétiques pour relier la Terre au ciel. D'accord, donc la fée, c'est l'énergie, et le menhir, c'est l'antenne. Mais la baguette magique dans tout ça, Eh bien, la baguette, c'est un instrument de mesure géométrique. Le texte est hyper précis là-dessus. Ce n'est pas une branche ramassée au hasard. C'est le prolongement dimensionnel du bras humain. ah waouh! C'est la matérialisation de la coudée des anciens bâtisseurs. Et plus spécifiquement, elle représente une mesure angulaire. L'auteur insiste beaucoup sur l'angle de 31 degrés. Mais pourquoi précisément 31 degrés? Je veux dire, en quoi un angle mathématique, ça fait de la magie? En fait, dans cette géométrie sacrée, le plan horizontal représente le monde matériel, terrestre. Le plan vertical, lui, c'est l'élévation, le divin. Ok, je vous suis. Et l'angle de 31 degrés est considéré comme l'inclination parfaite pour créer un pont vibratoire entre ces deux mondes. C'est l'ouverture qui permet de passer du visible à l'invisible. C'est fascinant. Donc, l'initié avec sa baguette, il ne lance pas un sort. Non, pas du tout. Il applique une formule mathématique spatiale pour ouvrir un passage. Alors, essayons de décortiquer tout ça parce que c'est énorme. La baguette magique, ça serait l'équivalent d'un compas ou d'un rapporteur géant, en fait. Un outil d'ingénierie spirituelle. C'est exactement le terme. Et cette mécanique de précision ne s'arrête pas aux objets. Elle structure complètement les intrigues des contes. Vraiment. Oui, si on applique cette grille de lecture astronomique, on voit que les actions des héros sont des retranscriptions littérales des mouvements dans le ciel. L'exemple le plus frappant dans le livre, c'est le conte de la princesse et du lapin d'eau. Ah oui, reprenons cette histoire. Donc, c'est une princesse hyper orgueilleuse qui vit dans une haute tour. Avec 12 fenêtres. Voilà, 12 fenêtres. De là-haut, elle voit absolument tout et elle lance un défi, elle épousera celui qui arrive à se cacher de son regard. Mais la sanction est rude. Très rude. Elle a déjà fait décapiter 99 prétendants et leurs têtes sont plantées sur des pics. Là, le symbolisme numérique saute aux yeux.
Les 12 fenêtres, ce n'est pas un détail architectural, Les 12 signes du zodiaque, hein. évidemment. La tour, c'est la sphère céleste, et la princesse incarne une position stellaire dominante, le regard cosmique qui balaye l'univers à travers les 12 signes. D'accord. Et ces 99 têtes coupées? Au début, je me suis dit que c'était juste pour le côté macabre, pour faire peur aux enfants. Ben non, c'est là que l'alchimie intervient. Le nombre 99 symbolise la quadrature parfaite du cercle cosmique. C'est l'achèvement absolu d'un cycle matériel. La limite avant d'atteindre 100, du coup? C'est ça. Atteindre 100, ça voudrait dire boucler la boucle, créer un nouvel ordre. Les 99 têtes montrent que le système de la princesse est verrouillé à la perfection. Jusqu'à ce que 3 fils de paysans tentent leur chance. Exactement. Les 2 premiers échouent, ils perdent la tête. Mais le 3e réussit en se changeant en lapin d'eau, grâce à un loup, et il l'échappe au regard de la princesse. Fin de l'histoire. Sauf que le décodage astronomique change tout. Si on superpose ça avec une carte du ciel étoilée, les 3 fils représentent les 3 étoiles très alignées de la ceinture d'Orion. Ah oui, les 3 rois mages, parfois on les appelle. Oui, et la princesse correspond à la constellation de la Vierge. Quand le ciel tourne, les 2 premières étoiles d'Orion se couchent et tombent dans le champ de vision de la Vierge. Donc ils sont vus, ils meurent. Voilà. Mais pourquoi le 3e s'en sort? En quoi se changer en lapin d'eau, ça explique un phénomène cosmique? En fait, le héros, la 3e étoile d'Orion, se trouve juste au-dessus d'une petite constellation, celle du Lièvre. C'est le lapin d'eau du conte. Ce qui le sauve, c'est sa position par rapport à l'écliptique. L'écliptique, c'est la trajectoire apparente du Soleil, c'est bien ça, hein? C'est ça. En glissant vers la constellation du Lièvre, l'étoile passe sous cette ligne. Et à cet angle précis, à cause de la courbure, la Vierge ne peut tout simplement plus voir cette zone depuis sa 12e position. C'est un angle mort astronomique. Exactement. Il y a un point qui est vraiment fascinant, mais je dois poser la question. Le décodage est super précis, mais est-ce que c'est réaliste de penser que des paysans ou des compteurs au coin du feu maîtrisaient la mécanique orbitale de l'écliptique? C'est une question légitime. Je veux dire, y a-t-il pas un risque de surinterprétation, de voir des constellations partout? On pourrait le croire, mais la source affirme que ça n'a rien d'accidentel. Avant l'écriture, l'allégorie mythologique, c'était la méthode scientifique. Vraiment? Oui, les paysans ne résolvaient pas des équations. L'équation était dans le récit. Retenir l'histoire du lapin, c'était mémoriser la mécanique céleste, sans le jargon technique. Ah, je vois. Et cette volonté de coder l'astronomie se retrouve même dans le paysage. Ce qu'on appelle les légendes topographiques. Tout à fait. Utiliser la géographie terrestre, les montagnes, comme un miroir du ciel. Le livre cite la légende de la belle Hélène et du géant Bougarache dans la baie du Mont-Saint-Michel. Oui, une armée gigantesque qui marche sur le sable pour secourir une princesse. Et les détails sont hyper spécifiques. 100 guerriers avec des bannières d'or, 500 avec des sabres immenses, et d'autres avec des casques à cornes de taureau ou des défenses de sangliers. C'est très curieux d'un point de vue militaire, non? Complètement absurde. Surtout que la fin est tragique. La nuit tombe et toute cette armée s'enfonce en silence dans les sables mouvants. Sans un cri. Eh bien, militairement absurde, mais astronomiquement parfait. C'est la description scrupuleuse du coucher d'une partie de la voûte céleste sur l'océan. Ah, waouh. Donc les bannières d'or. C'est la Voie lactée. Les sabres immenses, c'est la constellation de Persée, les cornes de taureau, le taureau, et les crinières de cheval, Pégase. Et l'enlisement dans le sable mouvant? C'est juste le mouvement lent de cette grande armée d'étoiles qui disparaît derrière l'horizon marin au cours de la nuit. C'est incroyable. Donc, la géographie, de la Galice en Espagne jusqu'au Mont-Saint-Michel, ça servait de carte terrestre pour refléter le ciel. C'est ça. C'est un peu comme si la nature était un immense cinéma à ciel ouvert. Et les druides faisaient le commentaire audio en direct pour expliquer ce grand film. L'image du cinéma est très juste. Le ciel était l'écran et le conte, le manuel de décodage. Mais ça ne cartographiait pas que l'espace, ça expliquait aussi les grands cycles du temps. L'alternance des saisons. Oui, et c'est là que la figure de la princesse prend toute son importance, comme symbole de la Terre. Ce qui nous amène à la Belle au bois dormant, la princesse qui dort dans un château entouré de ronces. Mais la question que pose l'analyse, c'est pourquoi dormir 100 ans exactement? La numérologie du temps. Tout à l'heure, on parlait de 99 comme la limite. 100, c'est la perfection atteinte, la gestation totale. Le temps qu'il faut pour qu'un processus soit complet. Voilà. La princesse, c'est la terre vierge en sommeil hivernal. Les ronces la protègent en attendant que le cycle soit révolu pour être fécondé par un principe lumineux. Le prince charmant. C'est ça, le retour du soleil ou du printemps. On trouve ça aussi dans Peau d'âne, non? Elle se cache sous la peau d'un animal mort. Mais pourquoi un âne spécifiquement?
L'âne est un animal lunaire, terrestre, associé au mystère de l'Usis, ces cultes antiques qui célébraient les cycles de renaissance des récoltes. Donc mettre cette peau, c'est se recouvrir de cette essence lunaire. Exactement. Et ça cache sa véritable lumière intérieure. C'est un test de pureté, loin de ces belles robes superficielles couleur de temps ou de soleil. Ouais, seul un esprit pur peut voir au-delà des apparences. Mais il y a un truc qui me chiffonne. Allez-y. Dans ces contes, les femmes sont parfois surpuissantes, comme des fées qui tissent le destin, et parfois totalement passives, endormies ou cachées. Qu'est-ce que ça signifie, cette contradiction? C'est la grande leçon philosophique de ces textes. Ce contraste reflète le conflit humain entre notre libre arbitre et l'immuabilité du cosmos. Le destin, en gros. La fatalité. Oui. Et le conte du roi qui voulait tuer le destin l'illustre parfaitement. Un ermite prophétise que le fils d'une esclave prendra son trône. Et le roi essaye de tuer le bébé. Il l'abandonne dans le désert. Mais le destin s'accomplit. Le bébé est sauvé par une chèvre, devient soldat. Plus tard, le roi envoie ce jeune homme porter un ordre d'exécution le concernant. Mais une princesse l'intercepte et change la lettre en ordre de mariage. Voilà. Le roi réalise que ces actes cruels n'ont fait que paver la voie à la prophétie. Pareil pour le prince égyptien aux 3 destins, condamné à mourir par un crocodile, un serpent ou un chien. Son père l'enferme, mais il sort et affronte ses menaces. On ne peut pas échapper à la trame céleste. Mais l'amour pur permet d'adoucir cette fatalité. Sa femme tue le serpent et l'aide contre le crocodile. Sauf que, fatalement, c'est son propre chien qui cause sa mort. L'amour n'a pas empêché la faim. Non, mais il lui donne un sens humain. C'est l'abandon de la vanité face à la grandeur d'univers, comme dans le voyage vers le château aux 9 portes. Avec l'âne, le cheval et le bélier qui représentent nos pulsions. Mais là, je dois faire l'avocat du diable. Je vous écoute. Si tout est écrit dans les étoiles, si on n'est que des acteurs, à quoi bon faire des efforts? Cette quête initiatique, ce n'est pas juste un voyage vers un fatalisme déprimant. L'acceptation de notre impuissance? Je comprends qu'on puisse le voir comme ça, mais c'est une lecture superficielle. Accepter les lois du cosmos, ce n'est pas s'allonger par terre et attendre, c'est de l'harmonisation active. Comment ça? Si vous nagez dans un océan avec de forts courants, nager à contre-courant comme le roi, c'est destructeur. L'initié, lui, utilise les courants pour avancer. Il ne change pas l'écliptique, il s'en sert pour s'éclairer. Ah, la sagesse stratégique plutôt que l'impuissance. Exactement. C'est brillant. Donc, pour résumer ce voyage accompli aujourd'hui, les baguettes magiques sont des équerres dimensionnels, les armées fantômes sont des constellations, et les princesses endormies, ce sont les cycles de la Terre. C'est un bon résumé. Le merveilleux, c'est en fait la science de l'univers traduite dans un langage universel. Et cette transmission par le mythe est incroyablement résiliente. Elle traverse les millénaires de génération en génération. Ce qui amène une pensée finale assez vertigineuse. On disait au début qu'on a remplacé la voûte étoile par l'écran d'ordinateur, la technologie a tué l'ancienne magie. Mais le besoin humain de coder des vérités, lui, n'a pas disparu. Exactement. Alors quelle vérité cosmique, sociétale ou même scientifique on est secrètement en train d'encoder aujourd'hui? C'est la grande question. Quand on crée des mèmes absurdes ou des jeux vidéo en monde ouvert ou des intrigues de science-fiction, sans même s'en rendre compte. Les supports mutent, mais le code reste. Dans 1000 ans, quand on analysera nos serveurs comme on analyse les mythes celtes, quel code caché ils trouveront dans nos comptes cybernétiques? Voilà de quoi méditer. Grave. Une belle piste de réflexion en regardant les étoiles ou les écrans ce soir.